Bonjour à tous. Bienvenue maintenant dans la session sur les lymphomes non hodgkiniens à grande cellule B. Il me fait plaisir d'introduire le docteur Jean-François Larouche. Docteur Larouche est un hémato-oncologue au CHU de Québec et un professeur clinique à l'Université Laval. Il s'intéresse particulièrement aux lymphomes et ce depuis un peu plus de 15 ans. Avec ses collègues du CHU de Québec, de nombreux essais cliniques en lien aux lymphomes sont réalisés et un programme de CAR-T existe depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Donc, sans plus tarder, Dr. Larouche, merci beaucoup pour votre présentation aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Dr. Fleury, pour la présentation. Donc, sans plus tarder, nous pourrons débuter cette présentation sur les lymphomes B agressifs. Il s'agit d'une maladie fréquente, mais très hétérogène. En fait, elle constitue 30 des lymphomes. Leur classification est complexe et le choix thérapeutique n'est pas toujours simple. D'abord, nous allons aborder la classification et certains aspects de la biologie. Depuis environ un an, deux nouvelles classifications ont remplacé la précédente qui était de l'OMS. Donc, pour une même maladie, nous avons deux classifications, une de l'OMS et une autre d'un groupe ICC, ce qui vient complexifier davantage la classification des maladies. Les lymphomes B agressifs ne représentent pas une seule entité, mais une panoplie de diagnostics différents. Le plus fréquent est le lymphome diffuse grande cellule B, NOS, mais comme vous pouvez le constater, plusieurs autres entités existent. Une autre entité qui est plus fréquemment diagnostiquée, le lymphome B de haut grade avec réarrangement MYC-BCL2. La classification ICC, qui est l'autre organisme qui a amené une classification, montre des similitudes importantes, mais il y a quand même certaines variations, ce qui complexifie pour le clinicien la bonne identification des maladies sous-jacentes. Du côté biologique, compte tenu des classifications qui sont en mouvance, on comprend que la biologie sous-jacente est aussi très variée, ce qui constitue un défi pour la recherche clinique et la découverte des nouveaux traitements. Tout d'abord, comme peut-être certains d'entre vous le savent, la classification peut être basée sur la cellule d'origine, soit la cellule du centre germinatif ou la cellule ABC. Mais dans les dernières années, une classification encore plus complexe au niveau moléculaire a vu le jour, mais qui correspond encore plus à la réalité. Mais pour des fins de complexité et de temps, nous ne pourrons pas aborder davantage ces classifications moléculaires qui n'ont pas d'impact réel encore en 2023, mais qui, d'une année à l'autre, pourraient avoir des changements sur les choix thérapeutiques. D'abord, pour les patients qui présentent un lymphome B agressif, un bilan de base s'impose. Tout d'abord, pour faire le diagnostic, idéalement, une exarèse ganglionnaire est recommandée. Si un ganglion est palpable, il est préférable de le retirer afin d'avoir le maximum d'échantillons pour faire un bon diagnostic. Ceci n'a aucun impact sur le traitement en soi que de faire une exarèse, mais bien au niveau diagnostic. Une biopsie au trocar demeure une possibilité lorsqu'un ganglion ne peut être retiré de façon sécuritaire. Toutefois, la cytoponction, qui est un prélèvement avec une aiguille plus fine, qui ne ramène que des cellules sans tissu ganglionnaire, est habituellement non recommandée pour le diagnostic des lymphomes en général, également des lymphomes agressifs. Pour ce qui est du bilan sanguin, celui-ci est relativement simple. D'abord, un bilan avec une formule sanguine complète, les LDH, évaluation de la fonction rénale et hépatique, le dosage des immunoglobulines, sérologie virale comme l'hépatite B, l'hépatite C et le HIV. Maintenant, il est recommandé de base d'effectuer un examen de TEP scan afin de mieux déterminer le stade de la maladie. Environ 25 à 30 des patients se verront avoir une maladie localisée lorsqu'on parle de lymphome B agressif. C'est l'examen de choix également pour déterminer s'il y a atteinte médulaire ou pas. Maintenant, le rôle de la biopsie ostéomédulaire demeure tout de même controversé. La majorité des patients auront une meilleure évaluation de la molécule avec le TEP scan, mais environ 2 à 6 des patients pourraient avoir une atteinte médulaire non suspectée
par le TEP scan. Souvent, toutefois, cette atteinte résidulaire l'est par un lymphome davantage de bas grade. Finalement, une échographie cardiaque est recommandée compte tenu que la chimiothérapie comportera une anthracycline qui peut avoir une potentiel de toxicité cardiaque. Il existe certains indices pronostiques dans les lymphomes B agressifs qui nous permettent de mieux distinguer différents sous-groupes de patients ayant des lymphomes B agressifs. Le dispronostic le plus connu, et ce depuis longtemps, est l'IPI, qui est utilisé pour les lymphomes B agressifs de stade avancé. Les critères, les 5 critères de l'IPI sont l'âge de plus de 60 ans, des LDH élevés, d'avoir un stade 3 ou 4, un statut de performance ECOG supérieur à 1, donc 2 et plus, et l'atteinte extraganglionnaire de 2 et plus. Chacun de ces critères permet de distinguer différents sous-groupes lorsque combinés. Il existe plusieurs indices pronostiques pour les stades plus localisés, entre autres celui-ci qui est le stade modifié, l'IPI pour les stades modifiés, qui inclut l'âge, les LDH, le stade de performance ECOG et le stade 2 d'Hombolki. Tout d'abord, si on se concentre sur le stade localisé et plus tard sur le stade avancé, les rechutes, euh, je tiens à vous mentionner que la majeure partie de la discussion sera sur le lymphome diffus à grande cellule B, NOS, ou sans autre classification, mais certaines précisions seront apportées en cours de la présentation sur certaines subtilités qui peuvent survenir avec d'autres histologies. Donc, le stade localisé habituellement touche est défini comme étant l'atteinte ganglionnaire ou extraganglionnaire dans une zone limitée, habituellement d'un seul côté du diaphragme. Euh, Toutefois, le stade localisé peut faire référence à des ganglions qui sont situés de façon non contiguë. Il faut comprendre que le lymphome à grande cellule B localisé a un meilleur pronostic que le lymphome de stade avancé. La survie à long terme est estimée à au moins 80%. Toutefois, des rechutes plus tardives sont plus fréquemment rencontrées, contrairement au stade avancé. Dans les stades avancés, les récidives surviennent habituellement dans les 2 premières années suivant la fin des traitements, alors que dans le stade localisé, jusqu'à 5 à 10 des rechutes peuvent survenir entre 5 à 10 ans. Le traitement du lymphome diffus à grande cellule B de stade localisé euh, comporte à la base une chimiothérapie qui a été développée dans les stades avancés avec le protocole R-CHOP. Des traitements locaux comme une chirurgie ou une radiothérapie ne sont pas recommandés seuls, point. À une certaine époque, lorsque la chimiothérapie n'avait pas encore fait son apparition dans le traitement des lymphomes, la radiothérapie avait un potentiel curatif, mais de nombreuses rechutes étaient documentées, ce qui a amené l'introduction de la chimiothérapie. Le protocole R-CHOP étant le standard chez les patients avec stade avancé, il fait partie de la combinaison utilisée dans les stades localisés. Les questions qui demeurent de façon courante concernent le nombre de cycles qui sont habituellement entre 4 et 6 pour les stades localisés. Nous y reviendrons dans un instant. Et l'autre question concerne l'ajout ou non de radiothérapie. Différentes approches existent et certaines sont guidées avec le TEP scan en cours de traitement, d'autres non. D'abord, nous allons résumer le tout avec 2 études contemporaines. La première est l'étude FLYER, qui est une étude où le traitement a été euh, planifié sans égard aux résultats des TEP scans. Cette étude, qui est une étude pivot dans le traitement des lymphomes de stade localisé, incluait des patients à faible risque, donc avec aucun facteur de mauvais pronostic, et qui avaient un âge entre 18 et 60 ans. Tous les patients étaient traités avec une chimiothérapie R-CHOP. Un groupe recevait 6 cycles et l'autre groupe 4 cycles. Toutefois, le groupe qui a reçu 4 cycles de R-CHOP recevait 2 autres cycles supplémentaires de rituximab. Dans cette étude, on remarque que la survie sans progression est tout à fait identique, oscillant entre 96 et 94 à 3 ans, sans signe de différence statistique entre les deux groupes.
Certains extrapolent ces données aux patients un plus âgés ou à plus haut risque, bien que ceci n'a pas été l'objet de l'étude en question. Toutefois, d'autres maintenant s'appuient davantage sur le TEP scan pour guider le choix thérapeutique. L'étude présentée ici est une étude française où les patients recevaient une chimiothérapie de type R-CHOP, mais habituellement, mais donnée aux 14 jours dans cette étude, contrairement où les cycles de 21 jours sont habituellement administrés. Cette étude incluait des patients qui avaient des facteurs de risque selon le- l'indice pronostic IPI modifié pour le stade. Ces patients avaient un TEP scan après 4 cycles et c'est ce TEP scan qui déterminait, entre autres, certains éléments du traitement. Les patients dans cette étude recevaient 4 cycles s'il n'y avait aucun facteur de risque et 6 s'il y avait des facteurs de risque selon un indice pronostic MIPI. Les patients en réponse complète après 4 cycles recevaient ou non de la radiothérapie selon le groupe duquel ils étaient randomisés. Voici la courbe de survie sans événement chez les patients qui ont eu une réponse complète au TEP scan et on constate qu'il n'y a aucun avantage à administrer de la radiothérapie chez les patients en réponse complète après 4 cycles de chimiothérapie si la maladie initiale n'était pas bulky. Ainsi, le nombre de cycles demeure incertain entre 4 et 6. Chez les patients qui n'ont pas de facteur de mauvais pronostic en 18 et 60 ans, il est clair que 4 cycles sont suffisants. Certains recommandent d'administrer les 2 cycles supplémentaires de rituximab, d'autres non. Et il est de plus en plus clair chez les patients en rémission complète après 4 cycles que l'ajout de radiothérapie n'est pas bénéfique. Maintenant, concentrons-nous sur le stade avancé. Tout d'abord, voici les agents inclus dans le protocole R-CHOP. Le R est pour rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20, qui est le dernier rajout à ce protocole, mais qui date tout de même d'études du début des années 2000. Les autres agents sont de la chimiothérapie avec la cyclophosphamide, la doxorubicine et la vincristine, auxquels s'ajoute de la prednisone. Ces traitements sont habituellement donnés aux 21 jours. Et voici à droite la courbe de survie des patients traités lors d'une étude randomisée entre CHOP et R-CHOP, où on voit une augmentation de la survie importante avec l'ajout du rituximab, contrairement au CHOP, ce qui était une avancée majeure à l'époque. Et ce protocole demeure encore à ce jour au Québec le protocole de choix. Plus récemment, une nouvelle molécule a fait son apparition et a fait l'objet d'une étude randomisée en première ligne pour les patients atteints de lymphome diffus à grande cellule B. Il s'agit du polatuzumab vedotin, qui est un anticorps monoclonal anti-79B conjugué à une molécule de chimiothérapie. En fait, l'anticorps anti-79B est une molécule qui permet d'aller stimuler une protéine à la surface des cellules lymphomateuses B. Cet anticorps, qui est couplé à une molécule de chimiothérapie, permet de diriger la chimiothérapie directement aux cellules lymphomateuses qui vont internaliser l'anticorps associé à la chimiothérapie. Et une fois dans les cellules, il va y avoir dégradation du lien entre l'anticorps et la molécule de chimio, ce qui va permettre à la chimiothérapie d'aller jouer son action de façon intracellulaire. Ici, avec la monomédyl auristatine ou le MMAE, va aller jouer sur une destruction des microtubules. Ainsi, dans la dernière année, une étude randomisée entre R-CHOP et R-CHOP polatuzumab chez les patients avec un IPI à 2 et plus a été effectuée et a démontré un avantage de survie sans progression, avec toutefois un suivi médian encore assez court de 28 mois. La différence de survie sans progression était de 6 donc 76 avec le groupe POLA-RCHP et à 70 environ pour le groupe R-CHOP. Toutefois, il n'y avait aucune différence de survie.
Le polatuzumab vedotin présente comme principale toxicité de la neuropathie périphérique, ce qui est une toxicité similaire de l'agent vincristine, raison pour laquelle il a été omis lorsque le combiné avec le polatuzumab vedotin. Les toxicités des deux régimes sont relativement similaires. Toutefois, le polatuzumab est un médicament coûteux qui a un impact sur le coût du traitement de façon importante. À ce jour, l'INES n'a pas recommandé, en fait, l'INES, qui est le groupe, euh, l'organisation gouvernementale qui fait les recommandations au ministre de la Santé sur l'approbation ou non des médicaments, n'a pas recommandé l'ajout du polatuzumab en première ligne sur une publication du début du novembre 2023 en raison du coût très important du polatuzumab et en lien avec son bénéfice qui est considéré plus marginal compte tenu qu'il n'y a pas de différence de survie. Il est possible que ceci change avec le temps en fonction des résultats à venir dans le suivi de cette étude. Maintenant, un régime qui est utilisé dans certains types de lymphomes agressifs, excluant le lymphome diffus à grande cellule B, NOS, est le protocole DA-EPOC-R. En fait, il s'agit d'une variation plus intensive du protocole CHOP qui consiste en une perfusion continue de chimiothérapie doxorubicine, vincristine et avec l'ajout des toposides, auquel s'ajoute la cyclophosphamide et le rituximab, mais sur une journée. Ce protocole est administré aux 21 jours et des formules sanguines sont effectuées régulièrement après le traitement selon l'évolution de la formule sanguine et de la tolérance au traitement. Le traitement peut être majoré en fonction de la tolérance au traitement, ce qui en fait un traitement plus intense. Il s'agit du traitement recommandé pour le lymphome primaire du médiastin, aussi pour le lymphome de Burkitt pour certains patients, et aussi pour le lymphome B de haut grade avec réarrangement MYC, BCL2 et ou BCL6, qui est un diagnostic qui fait partie du diagnostic différentiel du lymphome diffus à grande cellule B, NOS. Ce protocole a été comparé au protocole R-CHOP chez les patients avec un lymphome diffus grande cellule B, NOS, et comme vous pouvez le constater, il s'agit de la courbe de survie sans progression. Il n'y a aucune différence dans le contrôle de la maladie entre les deux protocoles de chimiothérapie. Le protocole DA-EPOCAIR est évidemment plus toxique avec des avantages de neutropénie fébrile et de mucosite. Donc, il ne s'agit pas d'un traitement recommandé chez les patients habituellement avec un lymphome diffus grande cellule B NOS. Il y avait davantage réservé aux patients qui ont les autres types de lymphomes précédemment mentionnés. Maintenant, concentrons-nous sur le traitement à la rechute où de nombreuses avancées ont eu lieu dans les dernières années et je vais y consacrer la majeure partie du temps de la présentation. Plusieurs facteurs sont importants pour déterminer le plan de traitement. Certains sont en lien avec le patient, d'autres en lien avec la maladie. L'âge du patient et les comorbidités peuvent dicter le choix du traitement de la rechute. Aussi, le moment de la rechute a un impact important maintenant sur le choix de traitement, avec une rechute survenant à moins ou plus d'un an suite au traitement initial. L'histologie à la rechute est aussi importante et plusieurs groupes ont souvent tendance à recommander une biopsie à la rechute, mais ceci est discutable et fait l'objet de réflexion pour chaque patient. Aussi, le degré d'agressivité de la maladie à la rechute entraîne évidemment des choix qui sont importants dans la thérapie des patients. L'autogreffe de moelle osseuse, qui était historiquement le traitement de choix pour les patients avec rechute de lymphome diffus à grande cellule B chez les patients considérés éligibles. Ce qu'il faut comprendre de l'autogreffe de moelle osseuse, c'est qu'il s'agit d'un traitement de chimiothérapie à forte dose avec une haute toxicité nécessitant une hospitalisation de plusieurs semaines afin de supporter les patients. Donc, ce ne sont pas tous les patients qui peuvent recevoir ce traitement. Habituellement, l'âge limite pour recevoir une autogreffe de moelle osseuse est environ 65 ans, bien que des patients plus âgés peuvent en recevoir s'ils présentent un bon état de santé.
Tout d'abord, les patients qui sont considérés pour une autogreffe de moelle osseuse vont recevoir une chimiothérapie de deuxième ligne. Plusieurs régimes existent et aucun n'a démontré de supériorité. Il y a le protocole RGDP, RICE, RHAP, RDHAP. Les patients répondeurs et chez qui on peut collecter un greffon pourront passer à l'étape suivante avec la chimiothérapie haute dose et autogreffe. Nous utilisions historiquement le terme moelle osseuse, mais en fait, les cellules souches qui sont prélevées ne sont pas dans la moelle osseuse de nos jours, mais plutôt collectées par le sang périphérique, par une leucaphérèse, et ces cellules sont par la suite congelées pour être infusées au patient suite à la chimiothérapie haute dose qui va être administrée. Voici une étude datant de la fin des années 2000 qui comparait deux régimes de chimiothérapie de deuxième ligne suivi d'une autogreffe pour les patients répondeurs. Ce qui est à noter de cette étude, c'est qu'une différence marquée existe chez le temps par rapport à la rechute. La courbe en bleu inclut les patients qui ont rechuté à moins de 12 mois du diagnostic et en jaune ceux à plus de 12 mois. Donc, on voit une différence significative dans les résultats de l'autogreffe de moelle osseuse entre ces deux sous-groupes de patients. Et ceci a amené un impact majeur dans la réalisation des essais cliniques et de se concentrer sur cette sous-population à plus haut risque de patients réfractaires à la chimiothérapie ou rechutant dans d'un an. Nous y reviendrons dans un instant. Parlons maintenant de la thérapie par CAR T-cell. Cette thérapie a été développée il y a maintenant quelques années et consiste au prélèvement, non pas de cellules souches, mais de lymphocytes du patient qui sont modifiés en laboratoire pour y introduire un gène qui permettra chez ces cellules T d'exprimer une protéine qui permettra de reconnaître les cellules lymphomateuses du patient. Par la suite, ces cellules sont réinfusées au patient et vont pouvoir s'attaquer contre les cellules lymphomateuses du patient. Donc, il s'agit du principe des CAR T-cells. Plusieurs groupes ont développé des CAR T-cells différents. Il existe actuellement au Canada trois compagnies qui ont des CAR T-cells commercialement disponibles. Il y a Axicell, Tisacell et Lisocell. Elles se distinguent entre autres, en fait surtout par la portion intramembranaire qui constitue en fait, et entre autres, les domaines de co-stimulation qui peuvent amener des réponses différentes lors du traitement du lymphome, mais aussi des toxicités différentes. Les études initialement avec ces CAR T-cells ont été effectuées chez les patients ayant reçu et échoué deux lignes de traitement, dont certains avaient échoué aux autogreffes de moelle osseuse. L'étude avec le plus long suivi est l'étude Zuma 1 avec le CAR T-cell Axicell ou Yescarta, qui a démontré des taux de réponse environ de 81%, mais ce qui est à noter, c'est une thérapie qui amène une survie sans rechute à 5 ans d'environ 30%. Il faut considérer que les patients qui étaient traités avant la venue des CAR T-cells ne pouvaient espérer une survie à long terme. Donc, compte tenu de l'histologie des patients inclus dans l'étude, le traitement Axicell semble pouvoir guérir environ 30% des patients qui étaient réfractaires au traitement usuel et qui n'avaient aucun traitement potentiellement curatif auparavant jusqu'à la venue de ces traitements. Fait à noter, les patients en rémission complète qui persistent dans le temps sont évidemment les patients qui vont bénéficier d'une survie à long terme sans rechute. Si vous prenez la courbe en rouge, il s'agit des patients en réponse complète après 4 semaines et on voit que la majorité de ces patients n'auront jamais de récidive.
Donc, ceci est très encourageant pour les patients obtenant une rémission complète avec le CAR-T-cell axiciel quant à une survie à long terme prolongée s'ils atteignent une rémission complète. Les résultats avec les autres CAR-T-cells, soit Tisacel et Iluzocel, semblent comparables, bien qu'un suivi à long terme n'existe pas pour ces CAR-T-cells. Maintenant, les CAR-T-cells entraînent certaines toxicités qui sont tout à fait différentes des autres molécules actuellement commercialement disponibles jusqu'à tout récemment. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le syndrome de relargage de cytokine, qui peut se manifester par de l'hyperthermie, des baisses de tension artérielle, des problèmes respiratoires et qui surviennent précocement suite à l'infusion du CAR-T-cell, soit dans les jours qui suivent. On constate que selon les différents CAR-T-cells, le pourcentage de CRS peut varier, étant le plus élevé avec Axicel et le moins élevé avec Lisocel. On constate que le taux de CRS de grade 3 ou 4, donc ceux ayant davantage d'impact clinique et pouvant amener un séjour aux soins intensifs, sont d'environ 10 avec Axicel et Tisacel et moindre avec l'Isocel. Il y a aussi une toxicité neurologique qui existe potentiellement, qui s'appelle ICANS. Celle-ci survient plus fréquemment également avec Axicel et qui est de grade 3 ou 4 chez environ 21 à 28 des patients. Ces taux d'ICANS sont moins élevés avec les autres produits. Les autres toxicités potentielles des CAR-T-cells sont les cytopénies qui peuvent être prolongées et l'état d'immunosuppression important qui s'ensuit. L'avenue de ces traitements avec CAR-T-cell a amené des groupes à développer des essais cliniques chez des patients qui ont rechuté à leur traitement de première ligne, qui étaient jugés à plus haut risque de récidive. Ainsi, les patients avec une rechute à moins d'un an du diagnostic ont été inclus dans une étude qui s'appelle l'étude ZUMA-7, où les patients étaient randomisés entre le CAR-T-cell et l'autogreffe chez cette sous-population. Dans cette étude, les patients devaient être considérés éligibles à une autogreffe, compte tenu que les patients avaient une chance sur deux d'aller vers ce type de traitement. Il faut toutefois comprendre que les traitements CAR-T-cell peuvent être administrés chez des patients plus âgés que les patients qui sont éligibles habituellement à une autogreffe et que les résultats sont comparables, peu importe l'âge des patients. Si on croit que les patients peuvent supporter les toxicités comme le CRS ou la toxicité neurologique. Voici les résultats de l'étude ZUMA-7 quant à la survie sans progression. On constate que les patients randomisés dans le groupe Axicel ont une survie sans rechute statistiquement plus importante que le groupe autogreffe. On voit qu'à 4 ans, 42 versus 24 des patients sont toujours en rémission en faveur du groupe Axicel. Il faut comprendre qu'une grande proportion des patients randomisés dans le groupe autogreffe n'ont pas pu recevoir l'autogreffe car n'ont pas répondu à la chimiothérapie initiale. Certains patients ont reçu des CAR-T-cells, mais ceci ne faisait pas partie de l'étude et devait être reçu à ce moment de façon commerciale. Dans les derniers mois, des données plus matures ont été rendues disponibles et ont montré une amélioration de la survie avec le traitement Axicel, la survie passant de 46 à 55 à 4 ans de façon statistiquement significative, ce qui fait que le traitement Axicel a été reconnu par l'INES comme étant un traitement avec une valeur thérapeutique importante. Ceci en fait donc un standard de pratique actuellement, bien qu'actuellement le gouvernement est en négociation avec le fabricant d'Axicel pour qu'il puisse être commercial, qu'il puisse être disponible à grande échelle au Québec.
Des données comparables ont été présentées avec l'isocèle, qui est un autre corticelle mais administré, et encore là administré en deuxième ligne. Toutefois, le suivi médian est beaucoup moins long, mais on constate aussi un avantage en faveur de la survie sans progression au corticelle en deuxième ligne et aussi quant à la survie. Mais comme mentionné, le suivi est beaucoup plus court. Donc, ceci place les corticelles comme étant un traitement de choix pour les patients en rechute de lymphome diffus grande cellule B. Chez les patients réfractaires primaires ou en rechute en dedans d'un an, ceci doit être considéré comme un traitement de choix actuellement chez cette population. Et il s'agit aussi d'un traitement de troisième ligne euh, également chez les patients n'ayant pas reçu en deuxième ligne. Le carticelle est administré contre l'antigène CD19 et il existe une autre molécule qui est cette fois un anticorps monoclonal, le tafasitamab, qui est dirigé vers la même cible. Cet anticorps monoclonal est a été combiné au lénaludomide dans les essais cliniques. Donc, il s'agit d'un traitement à visée plus aussi à visée immunomodulatrice. Dans cette étude, qui était l'étude INMIND, les patients recevaient de l'élidomide pendant un an qui est par voie orale administré 21 jours sur 28, avec le tafasitamab qui est administré une fois par semaine pour les 3 premiers mois par voie intraveineuse et par la suite aux 2 semaines. À la grande surprise des investigateurs, les patients ayant une réponse complète, qui correspond environ à 40 des patients de l'étude, ont démontré des réponses complètes durables. Comme vous pouvez le constater, la courbe en turquoise, en haut, correspond aux patients en réponse complète et qu'avec un suivi prolongé, peu de patients ont rechuté. Toutefois, il est important de mentionner que les patients inclus dans cette étude ne correspondaient pas exactement aux patients inclus dans les études de CAR-T-cell. Les patients réfractaires primaires ou avec récidive précoce n'étaient pas inclus dans l'étude et que la majorité des bénéfices semblent survenir chez les patients en deuxième ligne surtout, mais aussi en troisième ligne. Lorsque ce protocole, l'énalénamide tafasitamab, est utilisé chez les patients avec maladie réfractaire ou avec rechute précoce, les résultats semblent moins bons. En effet, une étude observationnelle de patients traités aux États-Unis a démontré que les taux de réponse passaient de 60 à 27 lorsque utilisés à plus grande échelle chez les patients réfractaires. Le tafasitamab avec le lénaludomide est actuellement approuvé et remboursé au Québec, mais les patients ne peuvent avoir reçu un traitement de CAR-T-cell auparavant et un patient ayant reçu tafasitamab lénaludomide ne peut recevoir un CAR-T-cell par la suite. Donc, uniquement un traitement est autorisé vers la cible anti-CD19. Maintenant, sont apparus plus récemment au Canada des anticorps bispécifiques. Il s'agit d'anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre une nouvelle cible qui est le CD20, même cible que le rituximab, mais qui aussi cible les lymphocytes T avec un anticorps anti-CD3. Donc, il s'agit des anticorps avec à deux têtes qui permettent de rapprocher les cellules lymphomateuses qui expriment le CD20 ou lymphocytes T et qui amènent une destruction potentielle des cellules lymphomateuses par ce mécanisme. Deux anticorps monoclonaux sont actuellement approuvés par Santé Canada dans le lymphome diffus à grande cellule B avec ce mécanisme d'action. Il s'agit du glofitamab et de l'epcoritamab. Vous pouvez voir ici, en bas à droite, l'exemple où l'anticorps monoclonal est dirigé à la fois contre le CD20 et contre le CD3, qui permet de développer une synapse immunologique entre ces deux cellules pour amener leur destruction. Tout d'abord, le glofitamab est administré par voie intraveineuse et a démontré des résultats intéressants chez des patients avec un lymphome diffus à grande cellule B réfractaire et même chez des patients ayant reçu des CAR-T-cells. Environ 39 des patients ont une réponse complète à ce traitement et on constate une certaine durabilité de la réponse lorsque les patients atteignent une réponse complète. 78 des patients à 2 ans
sont toujours en réponse, ce qui est quand même le meilleur traitement à ce jour chez entre autres, des patients qui ont reçu des CAR T-cells. Toutefois, un suivi à plus long terme est nécessaire pour connaître la réelle ampleur de ce traitement. Ce traitement entraîne certaines toxicités qui peuvent être comparables au CAR T-cell en termes de réactions indésirables avec le syndrome de relargage de cytokines, soit le CRS, ou les toxicités neurologiques avec le ICANS. Toutefois, le pourcentage de toxicité est nettement inférieur, surtout lorsqu'on parle de toxicité sévère avec ce type de molécule. L'ipcoritamab est une molécule avec un mécanisme d'action relativement similaire au glofitamab, mais il est toutefois administré par voie sous-cutanée. Les taux de réponse complète sont similaires et la durée de réponse semble comparable également. Le polatuzumab vedotin que j'ai présenté initialement, qui a été étudié en première ligne de lymphome diffus à grande cellule B, a également été étudié chez les patients avec rechute de lymphome diffus à grande cellule B. Ceci a fait l'objet d'une étude phase 2 randomisée qui a comparé le régime bendamustine-rituximab à la combinaison bendamustine-rituximab-polatuzumab. Cette étude a démontré une amélioration du taux de réponse avec l'ajout du polatuzumab, avec l'amélioration des réponses complètes. Et aussi, on a remarqué dans le groupe POLA-BR ou polatuzumab bendamustine rituximab, un certain pourcentage de patients ne présentant plus de rechute à long terme, bien que ce sous-groupe est plus marginal. Ceci n'est pas remarqué lorsqu'on utilise uniquement la combinaison bendamustine rituximab. Ce régime de chimiothérapie combiné à l'anticorps polatuzumab, toutefois, n'a pas été reconnu pour sa valeur thérapeutique par l'INES en raison de la méthodologie de l'étude. Toutefois, ce traitement est disponible au Canada. Toutefois, au Canada, au reste du Canada, la combinaison tafasitamab-lénaluine n'est pas approuvée alors qu'elle l'est au Québec. Comme vous pouvez le constater, le lymphome diffus à grande cellule B et ces traitements sont en complète évolution dans les dernières années et ceci ne semble pas sur le point de s'arrêter. Plusieurs études sont en cours et le futur et d'autres viendront dans le futur. D'abord, l'ajout d'un BTK inhibiteur au traitement R-CHOP fait l'objet d'essais cliniques actuellement avec entre autres l'acalabrutinib qui aurait un potentiel d'améliorer la survie à long terme des patients avec le sous-type moléculaire ABC. Maintenant, des essais cliniques sont en démarrage avec l'ajout d'anticorps bispécifiques avec le protocole R-CHOP. Il y a aussi le développement de CAR T-cells allogéniques, donc de CAR T-cells non pas fabriqués à partir des cellules du patient, mais des CAR T-cells développés chez des donneurs qui donnent leur lymphocytes, qui sont modifiés et qui sont disponibles plus rapidement que les CAR T-cells autologues qui nécessitent un temps de fabrication d'environ 3 à 4 semaines. Aussi, en plus des traitements novateurs qui vont faire leur place dans les essais cliniques et espérons-le dans le quotidien des patients avec lymphome à grande cellule B, il y a aussi des méthodes diagnostiques pour évaluer la réponse novatrice, comme l'utilisation de fragments d'ADN circulant au niveau sanguin en cours de traitement pour nous permettre de mieux évaluer la réponse au traitement et de guider le traitement plus adéquatement. Comme vous l'avez constaté, il ne s'agit pas que d'une seule maladie, mais de nombreuses maladies qui sont en constante évolution. Notre compréhension est de plus en plus adaptée, mais encore beaucoup de travail reste à faire pour bien comprendre l'ensemble de ces maladies. Il y a eu de nombreux progrès thérapeutiques dans les 5 dernières années et encore bien d'autres à venir. Je vous remercie de votre attention.